imaginé comme ça ce matin. À mon réveil, deux petits dessins dont chacun, les deux qui sont dans le haut tout à droite. Est-ce qu'on entend? On entend mal? On n'y peut rien que coucher tout ça. Ils n'ont qu'à décrocher les trucs des appareils, on entendra pas mieux. Enlevez les micros qui sont mis sur les haut-parleurs. Non. Quoi? Bon, alors allez les enlever. J'ai donc imaginé deux petits dessins de rien du tout. Vous avez pu voir le mal que j'ai eu simplement à les reproduire. Il s'agit dans ces deux dessins, ce duo, de deux triangles, et en plus, deux triangles de type le plus ordinaire, enfin. Ils n'ont même pas des côtés courbes. Deux triangles qui s'entrecroisent. Il y a quand même, je pense que ça vous sera sensible pour vous qui regardez ça tel que je l'ai fabriqué, et qu'il y en a deux, ceux de gauche et rouge. C'est pour ça que j'ai mis les autres en noir, qui sont noués en chaîne. Qui font à eux deux tout seuls une chaîne. Qui sont de ce fait en tout comparables, dont je parlerai tout à l'heure, de tord dont l'un passerait par le trou de l'autre. Les deux autres ne sont pas noués. Ils peuvent se retirer l'un de l'autre. C'est comme un tord qui serait aplati pour jouer, non plus du tout se nouer, mais jouer dans le trou de l'autre. Le cas est le même, c'est pour ça que je l'ai mis aussi en noir, le cas est le même pour ces deux triangles qui sont dessinés dessous. Ceci fait que un de ces triangles est en somme plié autour de ce qui se présente comme, bien sûr,
ça ne veut plus rien dire à ce niveau-là, comme un des côtés de l'autre. Je dis côté parce que on s'imagine qu'un triangle a 3 côtés. C'est simplement pour vous mettre dans le bain d'une géométrie, pour vous mettre dans la dimension d'une géométrie qui répugne au mot géométrie. Et ceci, non pas sans raison, puisque ce n'est pas une géométrie. C'en est radicalement distinct. Une topologie est ce qui, au départ, de départ, indique comment ce qui n'est pas noué deux par deux peut néanmoins faire nœud. Nous appelons nœud borroméen ce qui se constitue de façon telle qu'à soustraire un de ces éléments que j'ai là figuré. Je dis figuré parce que ce n'en est qu'une figure. Ce n'en est pas la consistance. Un des éléments que j'ai là figuré, chacun, dans les couples de deux que j'ai faits, il suffit de rompre. Qu'est-ce que veut dire rompre? Nous essaierons de le dire tout à l'heure. Il suffit de rompre un de ces éléments pour que tous les autres soient également dénoués de chacun. Et ceci peut se faire pour un nombre aussi gros qu'on peut en énoncer. Vous savez qu'il n'y a pas de limite à cette énonciation. C'est en cela qu'il me semble que peut se supporter d'une façon disciple, terme que je commenterai tout à l'heure,
C'est en cela que peut se supporter le terme de non-rapport sexuel en tant je ne peux que répéter qu'il se supporte essentiellement d'un non-rapport de couple est-ce que le nœud en chaîne suffit à représenter le rapport de couple? Dans un temps où la plupart d'entre vous n'étaient pas à mon séminaire, puisque c'était le temps où je faisais surgir ce qu'il en est de la demande et du désir, j'ai illustré de deux torts le lien à faire entre la demande et le désir. Deux torts, c'est-à-dire deux cycles orientables. Je vais quand même vous les faire, ces deux torts, ou tout au moins vous les indiquer. C'est quelque chose qui, tout au moins, commence à se dessiner comme ça. Vous voyez? En plus, on s'embrouille. Évidemment, je ne suis pas très doué. Mais vous l'êtes pas plus que moi. Voilà. On commence à se dessiner. Si on veut faire quelque chose de complexe, comme j'ai fait là un trait qui est faux, je vais en indiquer qu'il y a sur ce tort particulier, quelque chose qui, de son tour, vient entrer dans le trou de l'autre tort. C'est en figurant sur chacun de ces torts quelque chose qui tourne en rond que j'ai montré qui fait enroulement sur ceci, décalque sur l'autre par une série d'enroulements autour du trou central du tort. Qu'est-ce que ça veut dire, sinon que la demande et le désir, eux, sont noués. Ils sont noués dans la mesure où un tort, ça représente un cycle, donc orientable. Vous le savez, parce que quand même, vous en avez entendu parler de ça, de ce qui fait la différence des sexes, que ça se situe au niveau de la cellule, et spécialement
au niveau du noyau cellulaire ou dans les chromosomes qui pourraient être microscopiques nous paraissent assurer un niveau défini de réel, mais pourquoi diable vouloir que ce qui est microscopique soit plus réel que ce qui est macroscopique? Quelque chose d'habitude différencie le sexe qui, dans chaque espèce, se situe comme mâle de celui qui est le femelle. C'est que dans un cas, il y a un homozygotisme, c'est-à-dire un certain gène qui fait la paire avec un autre gène, sans qu'on sache jamais à l'avance comment dans chaque espèce ça se répartit. Je veux dire, si c'est le mâle ou la femelle qui est homozygote. La différence avec l'autre sexe, c'est que dans l'autre sexe, il y a hétérozygotisme quelque part. C'est-à-dire qu'il y a deux gènes qui ne font pas la paire. La paire voulant dire qu'ils sont HOMO, homozygotes, qu'ils sont semblables. C'est le cas de donner tout son poids à ce dont André Gide, dans Palude, fait grand état, à savoir du fameux proverbe numéro Deus impare gaudet, qu'il traduit. Le numéro 2 se réjouit d'être un père. Comme je l'ai dit depuis longtemps, il a bien raison. Car rien ne le réaliserait ce deux s'il n'y avait pas l'impair. C'est un pair en tant qu'il commence au nombre 3. Ce qui, bien entendu, ne se voit pas tout de suite, et ce qui rend nécessaire, pour l'étaler au jour, des nœuds plus développés, nommément ce que j'appelle le nœud borroméen. Avec le nœud borroméen, ce que nous avons à notre portée, c'est ceci. Ceci pour nous essentiel, crucial pour notre pratique, que nous n'avons aucun besoin du microscope pour qu'apparaisse la raison de ce que j'ai énoncé comme vérité première, à savoir que l'amour est enamoration, H-A-I-N-A-M-O-R-A-T-O-N. Pourquoi l'amour n'est pas velle bonum aliqui, comme l'énonce saint Augustin, si le mot bonum a le moindre support, c'est-à-dire s'il veut dire le bien-être. Non pas certes
qu'à l'occasion, l'amour se préoccupa un petit peu, le minimum, du bien-être de l'autre. Mais il est clair qu'il ne le fait que jusqu'à une certaine limite dont je n'ai rien trouvé de mieux jusqu'à ce jour, que le nœud borroméen, pour cette limite, l'a représenté. La représenter, entendez bien qu'il ne s'agit pas d'une figure, d'une représentation. Il s'agit de poser que c'est le réel dont il s'agit. Que cette limite n'est concevable que dans les termes d'existence qui, pour moi, dans mon vocabulaire, ma nomination à moi, veut dire le jeu permis à l'un des cycles, à l'une des consistances permis par le nœud borroméen. À partir de cette limite, l'amour s'obstine parce qu'il y a du réel dans l'affaire. L'amour s'obstine à tout le contraire du bien-être de l'autre. C'est bien pourquoi j'ai appelé ça l'énamoration, avec le vocabulaire substantifié de l'écriture dont je le supporte. Cette notion de limite implique donc une oscillation, un oui ou non. C'est vouloir le bien de quelqu'un ou vouloir strictement le contraire. C'est tout de même quelque chose qui nous suggère l'idée d'une sinusoïde. Alors, comment est-elle, cette sinusoïde? S'il y a une limite, ben certes, la sinusoïde, c'est comme ça. Est-ce que cette sinusoïde s'enroule? Est-ce qu'elle fait nœud ou non à être enroulée ou pas? C'est la question que pose la notion de consistance, plus nodale, si je puis dire, que celle de ligne, puisque le nœud y est sous-jacent. Il n'y a pas de consistance qui ne se supporte du nœud. C'est en cela que du nœud, l'idée même de réel s'impose. Le réel est caractérisé de se nouer. Encore ce nœud, faut-il le faire? La notion de l'inconscient se supporte de ceci, que ce nœud, non seulement on le trouve
déjà fait. Mais on se trouve fait en un autre accent du terme. On est fait. On est fait de cet acte X, par quoi le nœud est déjà fait. Il n'y a pas d'autre définition, à mon sens, possible de l'inconscient. L'inconscient, c'est le réel. Je mesure mes termes. Si je dis c'est le réel en tant qu'il est troué, je m'avance. Je m'avance un petit peu plus que j'en ai le droit, puisqu'il n'y a que moi qui le dis. Qu'il dit encore. Bientôt tout le monde le répétera. Et à force qu'il pleuve dessus, ça finira par faire un très joli fossile. Mais en attendant, c'est du neuf. Mais jusqu'à présent, il n'y a que moi qui ai dit qu'il n'y avait pas de rapport sexuel. Et que ça faisait trou en un point de l'être, du par-l'être. Le par-l'être, c'est pas répandu. Mais quand même, c'est comme la moisissure, ça a tendance à l'expansion. Alors, contentons-nous de dire que l'inconscient, c'est le réel, en tant qu'il est affligé. Vous en allez, vous avez bien raison. Comment est-ce qu'on peut supporter ce que je raconte? Que l'inconscient, c'est le réel, en tant que c'est le par-l'être, il est affligé. La seule chose, j'ai dit, qui fasse trou, qui du trou nous assure, c'est ce que j'appelle le symbolique, en l'incarnant dans le signifiant. Donc, en fin de compte, il n'y a pas d'autre définition que c'est ça. Le trou. Le signifiant fait trou. C'est en ça. Je l'avance. Je l'ai déjà dit. Le nœud n'est pas un modèle. Non seulement ce qui fait nœud n'est pas imaginaire, n'est pas une représentation, mais sa caractéristique est justement ceci. C'est en ça que ça échappe à une représentation et que je vous assure que c'est pas de faire des grimaces qu'à chaque fois que j'en représente un, je fais un trait de travers. Je pense que, comme je me crois pas plus moins imaginatif qu'un autre, ça démontre déjà à quel point le nœud, ça nous répugne comme modèle. Il n'y a pas d'affinité du corps avec le nœud.
corps, les trous. Ça joue pour les analystes une sacrée fonction. Le nœud n'est pas le modèle. Il est le support. Il n'est pas la réalité. Il est le réel. Ce qui veut dire que s'il y a une distinction entre le réel et la réalité, c'est le nœud, non pas qui en donne le modèle, jusqu'à ce que, bien entendu, la fossilisation arrivant, vous passiez votre temps à faire des nœuds entre vos doigts. C'est souhaitable. Ça vous suggérerait un peu plus d'ingéniosité. En rabattant l'inconscient sur le symbolique, c'est-à-dire sur ce qui, du signifiant, fait trou, je fais quelque chose, mon Dieu, qui se jugera à son effet, à sa fécondité. Ça me paraît s'imposer de notre pratique même. Il est loin de pouvoir se contenter d'une référence obscure à l'instinct. Comme on s'obstine à traduire en anglais le mot tri. L'instinct a son émergence et qui, bien entendu, est immémorial. Mais comment même savoir ce que ça pouvait vouloir dire avant Fabre, qui ne le supporte que d'une chose? Comment diable un petit insecte peut-il savoir? Car ce savoir, on le constate à la précision de ses gestes. Comment il faut, en tel point du corps, tel autre insecte, en telle jointure, en plus, puisqu'il s'agit d'insectes, en se filant en dessous de ce qu'on appelle carapace, et qui, bien sûr, n'est que mythologie figurative, parce qu'il faut bien que quelque part, il y ait quelque chose à percer pour atteindre quoi? Tel point précis de ce que nous savons maintenant qui vient de l'ectoderme. À savoir la partie invaginée qu'on appelle système nerveux, et là, quelque chose qui fait que l'autre insecte sera bon à être mis en conserve. Qu'est-ce que c'est que ce savoir? Quel intérêt y a-t-il? En quoi c'est-il explicatif de le transporter dans un comportement qui est celui que nous voyons de l'être humain tous les jours et qui manifestement n'a aucun savoir instinctuel, qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, mais qui, lui aussi, d'une autre source, se trouve savoir-faire des tas de machins. Nommément, enfin, il sait faire, c'est une façon de parler. Dire qu'il sait faire l'amour, c'est probablement très exagéré. Ça pousse quand même à cette idée. Je l'ai énoncé, bien sûr, parce que moi, je m'aventure comme ça. Ça pousse à cette idée que, enfin, celle à laquelle j'en suis venu comme ça, par petits pas, que le réel
c'est pas tout. Et quand je dis que c'est pas tout, ça met beaucoup de choses en cause, étant donné que du même coup, ça implique que la science, c'est peut-être que des petits bouts de ce réel qu'elle arrache manifestement jusqu'à présent avec l'idée d'univers qui lui semble bien indispensable, mais pourquoi? Pour ce qu'elle arrive à assurer, à rendre sûr. Manifestement, elle arrive à rendre sûr certaines choses quand il y a nombre. Et ça, c'est vraiment toute l'affaire. Comment se fait-il que le langage véhicule un certain nombre de nombres? Pour qu'on en soit arrivé à qualifier de nombres réels, des nombres proprement insaisissables et qui ne se définissent pas autrement, c'est voir qu'ils ne sont pas dans la série, qui ne peuvent même pas y être, qu'ils en sont fondamentalement exclus. Ça en dit long, sur le sujet de savoir comment ces nombres 1, 2, 3, 4, ont bien pu venir à l'idée. Moi, j'ai pris comme ça un certain parti, poussé par quoi? Je dirais pas par mon expérience, puisque une expérience, ça ne veut rien dire qu'une chose, c'est à savoir qu'on s'y engage, et je vois pas pourquoi mon engagement serait préférable si j'étais le seul, par exemple. Tout ce que je dirais n'aurait aucune portée. C'est bien parce qu'il y a quelque chose que j'essaie de situer sous des espèces de discours psychanalytiques, à savoir que je ne suis pas seul à faire cette expérience, que grâce au fait que je suis comme tout le monde, je suis par l'être, que grâce à ce fait, je suis amené à formuler ce qui peut rendre compte de ce discours analytique d'une certaine façon. Bon. Il y a quelqu'un on m'a rapporté ça comme ça. C'est un connard de la plus belle eau. Et il a dit que, je sais pas, que ma théorie, elle était morte. Bon, elle n'est pas encore si morte que ça. Elle finira bien par devenir, je sais pas, avec l'encroûtement dont je parlais tout à l'heure. Bon. En attendant, le type qui, évidemment, n'est pas de mon bord, ça fait partie des types qui parlent comme ça, ils savent pas ce qu'ils disent, qui parlent de réalité psychique. Oui. Moi, j'appellerais pas quoi que ce soit d'un terme pareil, parce que la psyché, justement, c'est ce que tout le monde essaye d'éviter. Ça fait des difficultés incroyables, n'est-ce pas? Ça entraîne un monde de suppositions. Ça suppose tout. Ça suppose Dieu, en tout cas. Où est-ce qu'il y aurait de
l'âme s'il n'y avait pas Dieu. Enfin, et si Dieu, en plus, ne nous avait pas expressément créé pour en avoir une. Enfin, c'est inéliminable de toute psychologie. Ce que je fais, ce que j'essaie tout au moins de faire, c'est de parler d'une réalité opératoire. Naturellement, c'est beaucoup plus court, mais ça s'impose, me semble-t-il, du fait que la simple parole, le blablabla de mon connard de tout à l'heure, qui dit que il est mort, enfin, il sait littéralement pas ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il fait que parler, il blablate. Et je suis sûr que dans ses analyses, ça opère avec une certaine limitation, bien sûr, mais je suis sûr que ça fonctionne. Sans ça, il ne continuerait pas à être analyste, enfin, n'est-ce pas? Même la parole de ceux qui croient à la réalité psychique opère. Oui. Malgré vous, pour vous, c'est ça que, je sais pas, j'aimerais un petit peu vous faire saisir. C'est que pour vous, si simplement vous éprouvez un peu les choses, la structure du monde, si je puis m'exprimer ainsi pour parler de ce qui est immonde, la structure du monde, je vous prie, tâchez de saisir les points où vous pouvez saisir que pour vous, la structure du monde consiste à vous payer de mots. C'est même en quoi le monde est plus futile, je veux dire qui fuit, est plus futile que le réel. Ce réel que j'essaie de vous suggérer dans sa dimension propre, d'idéité, mention, demeure du dit, que j'essaie de vous faire saisir par ce dit qui est le mien, à savoir par mon dit. C'est fou ce qu'on fait de bruit autour de cette histoire psychanalytique. Est-ce qu'on lit mal? Il y a des gens très sérieux. Il y a des gens très sérieux qui s'occupent du rêve chez l'animal. Ils ne peuvent pas, bien sûr, il n'y a aucun moyen de savoir si l'animal rêve. Bon, pardon. Ils ne peuvent pas, bien sûr, savoir si l'animal rêve, mais vraiment, ils savent qu'il y en a toutes les apparences. C'est pas le rêve. L'animal dort et puis il manifeste que s'il s'en remue, c'est parce que il y a quelque chose qu'il traverse. Enfin, et comme bien sûr, naturellement, personne ne doute que les idées, ce ne soient des images, rien de plus. Ça veut même dire ça. Enfin, ce qui est merveilleux, c'est que le langage est toujours là comme un témoin, enfin, n'est-ce pas? Alors, il a des images, donc il a des idées, ce qui ne veut pas dire qu'il les nomme. Alors, il y a des types comme ça qui s'excitent autour de l'idée que le rêve, c'est pas là, comme le dit Freud, pour
protéger le sommeil. L'ennui. L'ennui, c'est que Freud dit pas ça. Le sommeil, ça ne peut avoir en soi, en tant que sommeil, désigné que ce qu'on appelle un besoin. Le besoin de dormir. Ce que Freud dit, c'est que le rêve, chez le par-l'être, parce que lui, il n'a pas expérimenté sur les rats, ni sur quoi que ce soit comme ça. Nous ayons des preuves qu'il rêve. Personne ne sait si une mouche rêve. Mais un rat, on peut s'imaginer, parce que on est tous un petit peu rats par quelques côtés. On est surtout ratés. Et les expérimentateurs en question le sont plus que les autres. Ils sont ratifiés. Ils sont des hommes mourants. Enfin, on est habité par des tas d'hommes mourants, quand on est homme. En tout cas, on a les hommes mourants de la science. Freud dit que le rêve protège pas le besoin, le désir de dormir. Il est bien certain que cette seule dimension ajoute à ce réel, comme ça, ce réel falot, enfin, supposé, scientifique, enfin, n'est-ce pas? On imagine des besoins. Et par contre, s'il y a une chose que Freud fait bien sentir, et ça, il faudrait suivre le texte, s'apercevoir que lui, il sait ce qu'il dit. C'est que le rêve protège quelque chose qui s'appelle un désir. Or, un désir n'est pas concevable sans mon œuvre romain. Ça, c'est simplement une remarque, par quoi j'essaie de montrer que mon dire, est quand même, lui, orienté, et qu'à dire que ce que je dis n'est conditionné que par le fait que je ne dirais pas que la parole agit dans le discours analytique, que la parole seule agit. Iman va dietat, qui dit l'autre. Et il croit qu'il a fait là une invention. Oui, enfin, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Il croit que c'est contradictoire avec Das Wort. Mais s'il n'y a pas de Das Wort avant la dietat, eh bien, il n'y a pas de tat du tout. Alors que l'analyse saisisse un point, bien sûr, très limité, où la parole a une Wirklichkeit. Bien sûr, elle fait ce qu'elle peut. Elle n'en peut peut-être pas des tas. Enfin, c'est quand même un fait. Un fait d'autant plus exemplaire que ça nous donne l'espoir d'avoir une petite lumière sur ceci qui est manifeste. Enfin, il n'y a pas d'action qui ne s'enracine. Je ne dirais même pas dans la parole. Dans le ouah-ouah,
Dans Das Wort. Das Wort, c'est ça. Il fait ouais, ouais. Seul l'inconscient permet de voir comment il y a un savoir, non dans le réel, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup qui soit supporté. Ce symbolique, j'ai essayé de vous faire sentir comme concevable, non pas à la limite, mais par la limite. Comme étant fait d'une consistance exigible pour le trou et l'imposant ce fait. Le symbolique, c'est certain, tourne en rond, mais il consiste dans le trou qu'il fait. Alors, tout ce qu'on a dit de l'instinct, ça ne veut dire que ceci, c'est qu'il a fallu qu'on aille à du réel supposé. Qu'on aille à du réel pour avoir un pressentiment de l'inconscient. Et au sens où corps veut dire consistance, l'inconscient, dans une pratique, donne corps à cet instinct. Si nous voulons que corps veuille dire consistance, il n'y a que l'inconscient à donner corps à l'instinct. Oui. Bien sûr, pourquoi tout ça? Ne serait-il pas un débat vain entre spécialistes? Hein? Enfin, ça supporte un dire qui pourrait avoir des conséquences si les analystes disaient quelque chose. Mais en dehors des ragots, c'est un fait qu'ils disent rien. Vous avez déjà vu quelque chose sortir de l'Institut psychanalytique de Paris, par exemple. Quelque chose de lisible. C'est quand même drôle. Oui. Bon. Vous direz qu'il y a mon école. Bien sûr que mon école, je viens d'en avoir une expérience comme ça, dans des journées comme ça, qui m'ont même... Enfin, c'est ça qui est merveilleux. Qu'est-ce que c'est que la fatigue? Pourtant, j'étais tout heureux, j'étais là comme un poisson dans l'eau. Enfin, tout le monde disait des choses qui prouvaient qu'on m'avait lu, et je n'en revenais pas. Non seulement qui prouvaient qu'on m'avait lu, mais même, ma foi, qu'on était capable d'en sortir comme ça des pseudopodes qui prouvaient que mon dire se prolongeait même. Je veux dire que d'en tirer un certain nombre de conséquences et qui n'étaient pas rien du tout, parce qu'il ne faut pas vous figurer que parce que quand ici je les interroge, ils ne mouffent pas parce que, enfin pour des raisons qui tiennent à la fonction du dire, qui tiennent à l'existence, c'est-à-dire au nœud en fin de compte. Mais ça existait rudement bien, enfin, dans ces journées. Enfin, moi, j'ai naturellement tendance
à penser que ce que je dis. Oui, à savoir ce discours fondé sur un trou. Seul trou qui soit sûr. Trou constitué par le symbolique. Car il y a une chose dont la démonstration, enfin, de tout ce qui est là au tableau est fait. Pour en faire la démonstration, un trou, pour peu qu'il soit consistant, c'est-à-dire cerné. Un trou suffit pour nouer un nombre strictement indéfini de consistance. Et que ça commence à 2, comme le manifeste ce nœud borroméen qui est ici, que ça commence à 2 en donne l'assurance. C'est en quoi le 2 ne se supporte du trou fondamental du nœud. Chose frappante, le 4, à savoir, comment il se fait trou. Celui-ci, par exemple, suffit à louer 3 consistances que vous pouvez faire rectilignes. Ici, je puis réduire cette boucle à être parallèle à celle qui est ici, et que dans l'occasion désignée ici, un trou cerné d'une consistance. Pourquoi lui donne-je ce privilège? Pourquoi lui donnais-je ce privilège? Mettre en valeur la première fois, ce n'est pas aux 2 que ça se limite, que le trou en fasse nœud. C'est que le couple, toujours dénouable à lui tout seul, à moins qu'il ne soit noué par le symbolique. J'avais avancé ça, comme je pouvais dans un temps, enfin, on me l'a rappelé récemment, enfin, dans mon discours dit de Rome, celui auquel, finalement, je traîne un peu pour donner une répétition. J'ai parlé de la parole pleine. Évidemment, c'était pas mal. C'était pas mal, quoi que ce fût. Quoi que ce fût ce que valent les paroles. À savoir, comme je l'ai dit, qui m'en parlait, un air de Sansonnet. La parole pleine, si tant est qu'elle supporte ce qui fait nœud dans le « tuer ma femme », j'ai tout de même un petit peu montré, enfin, ce que je l'ai dit depuis, bien sûr, je ne l'ai pas mis tout de suite comme ça, parce que j'avais sur l'orable Lagache et Favès, Boutonnier, enfin, vous vous rendez compte. J'avais dit « tuer ma femme », hein, comme ça. Ouais. La tuer, oui, bon. Ça aurait fait mauvais effet. Et je suis quand même, enfin, j'y regarde à 2 fois, je ne manque pas de tout bon sens. J'y regarde à 2 fois avant de faire mauvais effet. Quelqu'un m'a demandé récemment, comme ça, au nom de quoi le jury d'accueil procédait pour un
imposer sa main bénéfique sur un certain nombre de gens dans l'école. C'est simplement ça. Ils feront pas mauvais effet. Ils feront pas mauvais effet tout de suite. Ils feront plus tard, quand ils auront pris de la bouteille, conquis un peu d'autorité. Bon, ben, le couple, bien sûr qu'il est dénouable, quelles que soient les paroles pleines qui l'ont fondé. Ce que l'analyse démontre, n'est-ce pas, c'est qu'il démontre, mais d'une façon tout à fait sensible, enfin, n'est-ce pas, c'est qu'il est, malgré ça, noué. Il est noué par quoi, hein? Par le trou. Par l'interdit de l'inceste. Oui, il n'y a pas tellement de gens qui ont mis ça en valeur, enfin. Faut tout de même le dire, dans la religion juive. Oh, il y avait un truc quand même que je voulais vous dire là comme ça au passage. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas bonne presse, hein, ces juifs, hein? Ben, je vous mets ça dans votre poche parce que ça remet les choses au point. C'est parce qu'ils sont pas gentils. Oui. S'il était gentil, il serait pas juif, quoi. Ça arrangerait tout. C'est l'interdit de l'inceste. Hein. Il y a quand même des gens qui sont parvenus à faire émerger ça dans des mythes, enfin, n'est-ce pas? Et même, enfin, les hindous, eux, sont après tout vraiment les seuls, enfin, n'est-ce pas, qui ont dit qu'il fallait que, quand on avait couché avec sa mère, on s'en aille, je ne sais plus, vers l'Orient ou vers le couchant, je crois que c'est vers le couchant, n'est-ce pas? Vers le couchant, avec sa propre queue dans ses dents. Après l'avoir tranché, bien entendu. Ouais. Nous ne considérons pas le fait de l'interdit de l'inceste comme historique. Il est bien entendu historique. Mais il faut tellement le chercher dans l'histoire, comme vous voyez, enfin, j'ai fini par trouver ça que chez les hindous, et on peut dire que là, on en tient un bout. Hein. Ouais. Pas historique, c'est structural. C'est structural, pourquoi? Parce qu'il y a le symbolique. Ce qu'il faut arriver à bien concevoir, c'est que c'est le trou du symbolique. En quoi consiste cet interdit? Il faut du symbolique pour qu'apparaisse individualisé dans le nœud ce quelque chose que moi je n'appelle pas tellement le complexe d'Édipe, c'est pas si complexe que ça. J'appelle ça le nom du père, ce qui ne veut rien dire que le père comme nom, ce qui veut rien dire au départ. Non seulement le père comme nom, mais le père comme nom. Ça, on ne peut pas dire que là-dessus, les Juifs ne soient pas gentils. Hein. Ils nous ont bien expliqué que c'était le père qui s'appelle, n'est-ce pas, un père qui fout en un point de trou qu'on ne peut même pas imaginer, n'est-ce pas? Je suis ce que je suis. Ça, c'est un trou, non? Ben, c'est de là
par un mouvement inverse, car un trou, ça, vous en croyez mes petits chefs, hein, un trou, ça tourbillonne, mais ça engloutit plutôt. Puis il y a des moments où ça recrache. Ça recrache quoi? Le nom. C'est le père comme nom. Évidemment, il faut quand même avoir une petite idée de ce que ça comporte. Savoir que l'interdit de l'inceste, ça se propage. Ça se propage du côté de la castration, hein? Comme les autres gentils, enfin là, les Grecs, nous l'ont tout de même bien montré dans un certain nombre de mythes. À savoir que là où ils ont fait une généalogie uniquement fondée sur le père, Ouranos, Chronos et patati et patata, jusqu'au moment où Zeus, enfin, après avoir beaucoup fait l'amour, enfin, s'évanouit devant quoi? Enfin, devant un souffle. Il y a quand même un pas de plus à faire, sans quoi on ne comprend rien au lien de cette castration avec l'interdit de l'inceste. C'est voir que le lien, c'est ce que j'appelle le non-rapport sexuel. Quand je dis le nom du père, ça veut dire qu'il peut y en avoir comme dans le nœud borroméen. Un nombre indéfini. C'est ça le point vif. C'est que ce nombre indéfini en tant que noué, tout repose sur un en tant que trou. Il communique sa consistance à tous les autres. D'où le fait que, vous comprenez, enfin, l'année où je voulais parler des noms du père, j'en aurais quand même parlé d'un peu plus de 2 ou 3, hein. Et qu'est-ce que ça aurait fait comme remue-ménage chez les analystes, enfin, si j'avais eu, enfin, toute une série de noms du père comme ça. Je pensais bien que je n'aurais pas pu en énoncer un nombre indéfini, un petit peu plus de 2 ou 3 que j'avais préparé. Je suis bien content quand même de les laisser secs, à savoir de n'avoir jamais repris ces noms du père, comme l'année dernière, que sous la forme des noms dupes qui serrent. Évidemment, ils peuvent guérir parce que plus il y en aura, plus ils s'embrouilleront. Et je me félicite certainement de n'en avoir pas sorti un seul. Mais c'est bien pourquoi je me suis trouvé, en fin de ces journées, avoir à répondre de quelque chose auquel personne, bien sûr, n'avait fait attention dans l'école, à savoir de ce qui constituait ce qu'on appelle un cartel. Un cartel, pourquoi? C'est la question que j'ai posée, et dont miracle, à quoi j'ai obtenu des réponses. Des réponses indicatives, des pseudopodes, comme je disais tout à l'heure, des choses qui faisaient un tout petit peu nœud, enfin. Pourquoi est-ce que j'ai posé très précisément qu'un cartel, ça part de 3 plus une personne, qui en principe fait 4, et que j'ai donné comme maximum
Ce 5, grâce à quoi ça fait 6. Est-ce que ça veut dire que je pense que comme le nœud borroméen, il y en a 3 qui doivent incarner le symbolique, l'imaginaire et le réel? Oui. La question pourrait se poser après tout. Je pourrais être dingue. Est-ce que vous avez entendu parler, je n'ai pas posé la question hier aux journées, parce que je voulais surtout recevoir, m'instruire. Est-ce que vous avez entendu parler de l'identification? L'identification dans Freud, enfin, c'est tout simplement génial. Ce que je souhaite, c'est quoi? L'identification au groupe. Parce que c'est sûr que les êtres humains s'identifient à un groupe. Quand ils s'identifient pas à un groupe, ils sont foutus, ils sont enfermés. Hein? Mais je ne dis pas par là à quel point du groupe ils ont à s'identifier. Le départ de tout nœud social se constitue, dis-je, du non-rapport sexuel comme trop. Pas 2, au moins 3. Et ce que je veux dire, c'est que même si vous n'êtes que 3, ça fera 4. La plus une sera là, même si vous n'êtes que 3, comme le bon. Précisément, c'est génial. Ceci donnant l'exemple de ce que ça ferait un nœud borroméen si on partait de l'idée du cycle tel qu'il se fait à 2 noués. Même si vous n'êtes que 3, ça fera 4, d'où mon expression plus une. Et c'est en retirant une réelle que le groupe sera dénoué. Il faut pour ça qu'on puisse en retirer une réelle pour faire la preuve que le nœud est borroméen et que c'est bien les 3 consistances minimales qu'il constitue. De 3, on ne sait jamais laquelle des 3 est réelle. C'est bien pour ça qu'il faut qu'il soit 4. Parce que le 4, c'est ce qui, dans cette double boucle, supporte le symbolique de ce pourquoi, en effet, il est fait, à savoir le nom du Père. La nomination, c'est la seule chose dont nous soyons sûrs que ça fasse trou. Et c'est pourquoi j'ai, dans le cartel, donné ce chiffre 4 comme donnant le minimum, non sans considérer qu'on peut quand même avoir un petit peu de jeu sur ce qui existe. Et peut-être un jour, pour l'année prochaine, du train dont
je persiste. J'essaierai de vous montrer que, tout de même, des noms du Père, si je l'accouple, ce nom du Père au symbolique, pour en faire le plus un, dont s'assure manifestement, alors qu'ici, au 3, il y a quelque chose qui ne se voit pas tout de suite, dans le fait que ni A ni B ne franchissent le trou et le font chaîne. Quand il y en a deux, on voit que même à 1, ce n'est aucun des deux trous qui franchit, que le trou est entre les deux. C'est bien dans ça que le couple n'existe pas. Mais peut-être ces noms du Père, pouvons-nous spécifier qu'il n'y a pas, après tout, que le symbolique qui en est le privilège, qu'il n'est pas obligé que soit au trou du symbolique que soit conjointe la nomination. Je l'indiquerai l'année prochaine. Mais pour en revenir, car je veux terminer sur quelque chose qui est substance, est-ce que Freud n'a pas proprement énoncé que dans l'identification, il l'a dit, personne n'en voit le support, c'est-à-dire la portée. Il n'y a d'amour que de l'identification portant sur ce quatrième terme, à savoir le nom du Père. Est-ce qu'il n'est pas étrange que d'identification, il nous en énonce que 3, et que dans ces 3, il y a tout ce qu'il faut pour lire mon nœud borroméen, c'est à savoir qu'il va jusqu'à désigner proprement la consistance comme telle, en tant que dans ce nœud, elle est partout. Que ça fasse trou ou pas, la consistance est la base. Savoir, le Triskel, à savoir ceci, par exemple, puisque je n'en ai que là l'exemple, le Triskel, qui n'est pas un nœud, il ne s'inscrit que de la consistance. Il a appelé ça le trait unaire. On ne pouvait pas mieux dire ce qui fait composante du nœud, non sans avoir mis en tête qu'il n'y a d'amour, je dirais, que de ce qui, du nom du Père, fait boucle entre les 3, fait boucle des 3 du Triskel. Ce terme Triskel, je pense que ça dit peut-être quelque chose à un certain nombre d'entre vous. C'est strictement ça. En tant que prolongé, vous y voyez quoi? Vous y voyez quoi? 3 fusils qui font faisceau, qui se supportent à 3 les uns les autres. C'est ce que vous le savez peut-être, et c'est de ça que le nom est tiré. Les Bretons ont pris pour faire leurs armes, les armes de la Bretagne moderne. Ça nous sort de la croix, c'est déjà ça. Ouais. À part qu'on peut dire que la croix de Lorraine, ça, à sa façon, si on la dessine de la bonne façon, ça fait Triskel aussi. Et
qu'est-ce que Freud y a ajouté? Il y a ajouté l'identification minimale pour que ce terme d'identification supporte au regard du nœud borroméen. Je vous répète, ici, c'est d'entendre le nom du Père. Le nom du Père. Et ce qui fait nœud, et s'il s'agit du triskel, le nom du Père, ici, du triskel fait nœud, c'est entendons que le triskel existe, qu'il peut y avoir identification à toi, assis. Dans tout nœud borroméen, je vous le rappelle, dans tout nœud borroméen, je vous le rappelle. Allez, vous voyez, voilà mon triskel ici, dans tout nœud borroméen fait le cœur, le centre du nœud, et où est-ce que je vous ai marqué que déjà ceci, le désir qui est aussi une possibilité d'identification, à savoir là, la place de l'objet petit a comme étant celui qui domine ce dont Freud fait la troisième possibilité d'identification, le désir de l'hystérie.